Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Cité du Livre. Au sommaire de cette émission, un Européen convaincu dont on entend régulièrement la voix sur les ondes et que désormais on va aussi pouvoir lire. Bernard Guetta, le monsieur Relations internationales de France Inter, vient nous présenter son dernier livre, Intime Conviction, à contre-courant de l'europhobie ambiante. Et avant les élections européennes du mois de mai, les municipales du mois de mars, est-ce que ce scrutin local passionne les éditeurs? Beaucoup de livres sur le duel parisien NKM Hidalgo en librairie, vous verrez. Pour le reste, hélas, pas grand-chose à signaler. Et puis comme toujours dans cette émission, les meilleures ventes de la semaine en librairie, à la fois côté essai et côté roman. Et puis comme toujours, à la fin de cette émission, Aurélie Marciro viendra nous présenter ses 3 coups de cœur, si je ne m'abuse, de la semaine. 3 livres pour réapprendre à aimer l'école. Mais on va donc commencer avec vous, Bernard Guetta. Salut. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Auteur, je le disais, de ce livre Intime Conviction, comment je suis devenu européen, c'est publié au Seuil. Alors vous nous y racontez pourquoi votre parcours à la fois d'homme, de journaliste, vous a très vite fait aimer l'Europe et pourquoi, malgré ses nombreuses imperfections, vous la croyez plus que jamais indispensable. Alors c'est drôle parce que je vous ai lu au moment où il y a eu bien sûr ce résultat sur la Suisse qui sort de l'espace Schengen, ou comme vous, je lis ces sondages qui nous donnent peut-être le FN devant l'UMP, le PS, le FN avec son discours très anti-européen. Courageux aujourd'hui de crier son amour pour l'Europe, Bernard Guetta. Écoutez, oui et non, parce qu'en vérité, quand on regarde attentivement l'état, j'allais dire de l'opinion européenne, oui, on peut dire de l'opinion européenne, on s'aperçoit de 2 choses apparemment contradictoires. Premièrement, vous avez raison, une montée spectaculaire, si ce n'est de l'europhobie, en tout cas de l'euroscepticisme, de l'euro, je ne sais plus où j'en suis, ou de tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, quand vous demandez aux Européens, grecs compris, ce qui est quand même assez spectaculaire, vous voulez sortir de l'Union européenne ? La réponse est non. Vous voulez sortir de l'euro ? La réponse est non. Oui, mais ce que vous nous démontrez, c'est un amour très raisonnable. Il n'y a jamais d'affect en ce moment dans le rapport à l'Europe. Mais pourquoi voudriez-vous qu'il y ait un affect alors que les institutions sont incompréhensibles ? Pire qu'incompréhensibles, elles sont totalement illisibles. Qu'elles sont très peu démocratiques en vérité, dès lors qu'il s'agit de définir, et on y est, des politiques qui s'appliquent dans tous les pays membres de l'Union européenne, ou en tout cas de la zone euro. Et alors là, écoutez, les citoyens européens demandent à juste titre, j'insiste sur ces mots, à juste titre, mais qui êtes-vous pour décider, qui êtes-vous ? Qui vous a donné un mandat, en tout cas pas moi, pour décider de politiques économiques et sociales qui me touchent dans ma vie quotidienne. Alors en vérité, la question est à la fois légitime et totalement illégitime, parce qu'on sait qui décide de ces politiques. C'est l'Assemblée des 28 chefs d'État et de gouvernement européens qui ont tous été élus démocratiquement. Donc, s'ils ne vous conviennent pas, fallait pas les élire, ou en tout cas, faudra pas les réélire. Mais comme l'Europe n'est pas incarnée, comme un conseil de 28 personnes ou rien du tout, c'est la même chose en termes de perception politique. Eh bien, les gens demandent légitimement, oui, effectivement, il faudrait un exécutif européen. Mais si je vous raconte une anecdote. On était avec Inter la semaine dernière à Athènes. On avait en plateau une députée de ce parti de la gauche qui est en train de monter, mais spectaculairement, dans les intentions de vote, sur la dénonciation des politiques européennes. Et à un moment donné, je demande à cette dame, mais en fait, finalement, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas la sortie de l'euro ? Vous pourriez avoir une monnaie beaucoup plus faible, booster vos exportations. Elle me coupe et elle me dit, mais monsieur, nous ne sommes pas locataires de l'Union européenne. Nous sommes copropriétaires. C'est ce qui s'appelle comme une certaine ambivalence. En tout cas, on le voit bien en vous écoutant là juste quelques secondes. Vous avez un regard très lucide, très critique aussi. Vous êtes capable d'avoir sur cette Europe. En même temps, vous avez un vrai optimisme. Par exemple, vous essayez de nous démontrer que contrairement à ce qu'on peut penser, l'Europe, elle ne recule pas. Elle recule, elle avance, mais au final, toujours elle avance. C'est la thèse du livre. Bien sûr que c'est vrai. Écoutez... On pourrait avoir le sentiment inverse en ce moment. On a l'impression que le couple franco-allemand ne s'est jamais aussi... Enfin, voilà, il est quasiment inexistant. Non, la France va toute seule au Mali, il n'y a pas d'Europe de la défense. Attendez, la France va toute seule au Mali, non, c'est pas tout à fait vrai.
On ne voit pas l'Europe en ordre de marche y aller d'un seul homme. Justement, c'est regardez plus bien. complexe, Je sais bien. Regardez, il y a des renforts, il y a un appui logistique, il y a des troupes européennes qui vont être déployées au Centrafrique. La position de la France a fait évoluer considérablement l'Allemagne et beaucoup d'autres de nos partenaires européens. Non, les choses avancent. Bien sûr que oui, mais d'abord, elles n'avancent pas toujours dans la bonne direction parce que les politiques qui sont menées sont très très souvent au minimum contestable et pour ma part déplorable, et deuxièmement parce que les institutions n'ont absolument pas suivi précisément les avancées spectaculaires de l'Union européenne, ou tout simplement d'ailleurs de l'unité européenne. Je reviens à ce que vous disiez sur l'absence d'incarnation, vous le dites d'ailleurs un peu dans le livre, pourquoi est-ce qu'on choisit toujours les personnages les plus falots pour les mettre à la tête de l'Europe ? Vous savez pourquoi ? Il y a une réponse à cela. C'est parce que les chefs d'État et de gouvernement ne veulent pas être concurrencés, tout simplement. Ça montre leur peu d'ambition pour l'idée européenne, quand même, qui en soit assez problématique. Ça montre leur beaucoup d'ambition nationale. Et l'absence de transnationalité qui serait censée être à la base de l'idée européenne, quand même. Mais écoutez, les appareils d'État dans les 28 pays de l'Union européenne, et naturellement les dirigeants élus, Premier ministre, Président de la République en France, ne veulent pas, évidemment pas, qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, être concurrencés par une véritable personnalité pan-européenne. Regardez, la dernière qu'on ait eue, qui était extraordinairement populaire dans tous les pays de l'Union, c'était Jacques Delors. Eh bien, quelles conclusions ont tiré les dirigeants nationaux ? Surtout, plus jamais de Delors. Surtout, plus jamais de Delors. Ils seraient capables de rogner réellement nos pouvoirs, les pouvoirs nationaux. Alors Bernard Guetta, dans un tel contexte, vous les envisagez comment, les élections européennes à venir ? Elles vous font peur un peu, ces élections, ce scrutin ? Encore une fois, je prendrai un autre mot, elle m'accable pour la deuxième fois, parce que oui, bien évidemment que le Front National peut vraiment sortir de ces élections européennes, premier parti de France, et qu'on va assister dans énormément de pays européens à une montée de formations, si ce n'est semblable, en tout cas similaire. Cela étant, pas de panique. Les deux grandes forces politiques européennes que sont les conservateurs du Parti populaire et la gauche du Parti socialiste européen resteront majoritaires, les Verts pèseront beaucoup. Les libéraux, qui ne sont pas des libéraux au sens thatchérien au Parlement européen, qui sont tout simplement des partisans de la liberté, aussi bien politique qu'économique, pèseront aussi pas mal, je pense, notamment en France d'ailleurs, je vais vous dire, notamment en France, beaucoup de gens aux élections européennes vont voter centriste. Vous avez dit accablement, ça sera ma dernière question, malgré cet accablement, pourquoi vous avez quand même cette intime conviction, c'est le titre du livre, que l'Europe, elle va continuer d'exister, de pas trop mal exister ? Pas du tout, j'ai pas la conviction que l'Europe va continuer d'exister, au contraire, je suis terriblement inquiet, mais j'ai, en vérité, la conviction extraordinairement profonde que si nous laissions l'Europe se casser la figure, nous nous tirerions dans le pied et nous deviendrions autant de nouvelles Venise. Vous savez, Venise est toujours là, elle n'a pas été engloutie, on craint qu'elle ne le soit. Mais non, Venise n'est pas engloutie, sauf que Venise n'est plus Venise, Venise est un musée. Alors si on veut devenir des musées, le choix est à nous. Si on ne veut pas devenir des musées, eh bien il faut prendre en charge la construction de l'unité européenne. Ne devenons pas des musées grâce à l'Europe. Merci beaucoup Bernard Guetta. Pour bien comprendre ce qu'est votre thèse, il faut lire évidemment ce livre passionnant, Intime Conviction, comment je suis devenu européen. Et c'est publié aux éditions du Seuil. Et bien sûr, on peut vous écouter tous les matins sur France Inter, ce que je fais fidèlement. Merci encore. Merci je reviens maintenant aux meilleures ventes de la semaine en librairie. Vous l'aurez compris, c'est l'heure de notre grand classement, l'Express RTL. On va commencer par les romans. Le grand succès toujours pour Édouard Louis et en finir avec Eddie Bellegueule, ce roman sur l'homophobie ordinaire dans la France profonde. Et puis, toujours le succès également pour Réparer les vivants de Maëlys de Kerangal et cette histoire de greffe qui bouleverse la vie de plusieurs personnes. Un constat quand même, le roman français se porte bien. Du côté des essais à présent, Frédéric Lenoir ne décolle pas de la première place avec son essai sur les philosophes et le bonheur. On lui consacrera un portrait la semaine prochaine. Du côté des essais politiques, on notera que Cécile Amar et son livre sur François Hollande est en 7e position et
que notre confrère Frédéric Aziza et son enquête sur la planète facho entrent cette semaine dans le classement en 20e position. Les livres politiques, vous l'aurez compris, qui se portent plutôt bien. D'ailleurs, samedi dernier à l'Assemblée, si vous étiez avec nous, vous avez vu qu'on a remis le prix du livre politique à Frédéric Mitterrand pour la récréation, livre sur son quotidien de ministre de la Culture de Nicolas Sarkozy. Et quant à nous cette semaine, on s'est demandé si les prochaines élections municipales de mars prochain inspiraient ou non les auteurs et les éditeurs. C'est notre enquête de la semaine. Elle est signée Maëlys Destroyat et Jane Birman. À la veille des élections municipales, des livres sur les candidats et le scrutin se retrouvent en tête de gondole. Pas moins de 4 biographies sur Nathalie Kosciusko-Morizet, dont 3 sorties coup sur coup en début d'année. Cet éditeur parisien a décidé de publier le premier livre sur NKM dès janvier 2013, en pariant sur elle 5 mois avant son investiture à Paris. Même si les sondages, même si l'opinion générale laisse à croire que nous allons nous tromper, nous pensons toujours qu'elle a de fortes chances d'être maire de Paris. La rivale de Nathalie Kosciusko-Morizet, Anne Hidalgo, est favorite dans les sondages pour succéder à Bertrand Delanoë, qu'elle aura servi pendant 13 ans. Pour mieux se faire connaître, elle a rédigé une autobiographie. Mais Anne Hidalgo ne suscite pas l'intérêt des biographes. Aucun auteur ne s'est penché sur elle et les journalistes en charge de la politique l'assument totalement. NKM, elle attire énormément les médias. Pourquoi ? Parce qu'elle est jeune, elle prend très bien la lumière, elle sait parfaitement jouer de nous, elle est brillante, elle est ambitieuse et on sent parfaitement le personnage. C'est un vrai crocodile qui est prêt à tuer, d'ailleurs elle n'a pas peur de le dire elle-même, si c'est nécessaire. Donc ça fait une très très belle histoire à raconter. Si on commence à la suivre, elle va nous emmener jusqu'à la présidentielle de 2017 ou celle de 2022. Donc c'est un personnage qu'on va pouvoir continuer à observer ses succès, observer ses échecs, essayer d'analyser. Et il y a une vraie histoire très longue qui commence seulement et qu'on va pouvoir raconter. Donc bien sûr qu'elle est fascinante. Au milieu des biographies sur Nathalie Kosciusko-Morizet, un livre politique sur les municipales dans certaines villes de France fait diversion. Avec des journalistes installés en région, l'une des voix de France Info, Olivier Delagarde, vient de signer un essai. Un ouvrage critique qui donne un visage moins people à ce scrutin local, en dénonçant la France des fiefs, la France des baronnies où certains maires, des roitelets comme ils les appellent, sont réélus 2, 3 ou 4 fois. Un règne sans partage comme à Lille, Nancy, Bordeaux, Marseille ou Lyon. Il y a un paradoxe incroyable dans la vie politique française. Depuis 1978, pratiquement, à chaque élection nationale, présidentielle ou législative, la majorité se fait battre. Or, au niveau municipal, c'est exactement l'inverse qui se produit. Quand vous êtes maire d'une grande ville, même d'une ville moyenne, vous êtes pratiquement indéboulonnable. L'idée, ce n'est pas de faire un livre sur un maire ou un autre maire, de dénoncer une personne passée, c'est de parler d'un système. Et le problème, c'est que c'est un système qui est généralisé aujourd'hui en France. Il ne s'agit pas de dénoncer la gauche ou la droite, c'est simplement un mode de fonctionnement. Contrairement à la présidentielle, les municipales représentent un scrutin peu vendeur pour les librairies, avec une petite dizaine de titres à peine en rayon. Mais la donne change quand l'une des prétendantes à la mairie de Paris a de plus grandes ambitions. Et on termine comme toujours avec notre Aurélie Marciro nationale. Et aujourd'hui, les enfants, 3 livres, pas 1, 3 livres pour apprendre à ne plus jamais dénigrer l'école, si tant est que ça arrive à nos enfants. Que doit-on apprendre à l'école ? Que doit-on y lire ou pas ? La question agite, c'est moins qu'on puisse dire, les adultes, exactement, les adultes ces derniers jours. Mais à la question posée par un enfant, pourquoi dois-je aller à l'école ? Que faut-il y répondre ? Eh bien, c'est Nathan qui s'y colle avec un petit livre pour les plus petits dans la collection C'est quoi l'idée ? Alors Hugo n'a pas envie d'aller en classe, mais tout le monde va se relayer pour lui expliquer pourquoi. Les livres d'abord, si on va à l'école, Hugo, c'est pour apprendre à lire et à écrire. Souffle le livre de français et aussi à compter, ajoute le livre de maths. Un astronaute prend le relais, on y apprend l'histoire, les sciences et l'art. Mais le petit découvre aussi qu'on va à l'école pour apprendre à bien se tenir, c'est important, pour voir ses copains et aussi pour voir son maître parce que le prof, c'est quand même très important. Il me dit, c'est très mignon comme livre. Bon. Alors, qui dit école, dit devoir et surtout oublie de faire ses devoirs. Et donc ça, c'est une petite pépite, ce livre. Je n'ai pas fait mes devoirs parce que, de David Cali et Benjamin Chaud, c'est chez Helium, où l'histoire d'un enfant qui invente des raisons les plus folles les unes que les autres
pour expliquer à sa maîtresse pourquoi il n'a pas fait ses devoirs. Donc ça va, des elfes ont caché mes crayons, ma famille a découvert un puits de pétrole dans le jardin, ça arrive ou encore j'ai dû aider mon oncle à construire une super machine à faire mes devoirs à ma place, mais une fois terminée, elle n'a pas marché. C'est un succès mais fou auprès des gamins. Celui-là, je vous le conseille, c'est très très drôle. Je vous raconte pas la chute, mais elle est très bien. Et puis pour les plus grands, les ados qui ont un peu de mal avec l'autorité, voici la très réussie Encyclopédie des rebelles, insoumis et autres révolutionnaires chez Gallimard Jeunesse. C'est signé Anne Blanchard, Francis Mizio et Serge Bloch. Parcourir cette galerie de portraits, c'est, je cite, découvrir qu'il existe une histoire des idées. Ainsi, votre ado va découvrir la vie de Spartacus, de Blanqui ou Freud. Mais attention, je cite, c'est la conclusion du livre, ces grands personnages nous parlent d'absolu, mais ce n'est pas parce que l'on se révolte que l'on a forcément raison. Oui, certes, c'est bien de rappeler ça à 2-3 ados grincheux. Voilà. Merci beaucoup Aurélie. Tous ces livres et le livre de Bernard Guetta, vous les retrouvez évidemment sur notre site internet lcpn.fr. Merci à Vassila qui a préparé avec moi cette émission et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, lisez bien.